Bonjour à tous. Nous avons encore Baruch Hashem parmi nous le Rav Yaakov Sitruk pour un second volet sur notre émission. Bonjour Rav. Bonjour. Et Bezrat Hashem, cette fois-ci, nous allons faire une petite parenthèse. Nous allons continuer en ce qui concerne la jeunesse, bien sûr. Mais nous allons parler de comment et quel rôle les parents doivent avoir face à leurs enfants vis-à-vis de la modernisation. C'est-à-dire, je m'explique en deux mots avant de vous donner la parole. Nous avons aujourd'hui la modernisation, l'iPhone, Facebook, Internet, etc., etc. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être les vecteurs, pratiquement sûrs à 99%, si ce n'est même 100%, les vecteurs d'une descente en spiritualité. Maintenant, ce que tous parents veulent, c'est de monter en Torah, de faire monter, de donner une éducation à leurs enfants dans la Torah. Maintenant, face à cette modernisation, la demande des enfants va être de plus en plus mise en relief. C'est-à-dire que les enfants vont demander à leurs parents beaucoup de choses, Internet, Facebook, iPhone, BlackBerry, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, comment les parents peuvent-ils faire face à cette modernisation et à ces demandes? À vous, Rav. Bien. Alors en effet, vous mettez le doigt sur un problème extrêmement complexe. Si je peux me permettre, avant d'envisager une réponse, je voudrais d'abord qu'on définisse bien la question et le problème. Vous parlez de régression spirituelle chez un enfant. J'aimerais, avant de parler de spiritualité, parler de régression tout court. Donc, les avancées technologiques qui sont par ailleurs extraordinaires pour le progrès qu'elles ont apporté, pour l'ouverture, pour toutes les bonnes raisons qu'on n'a pas besoin de citer, que tout le monde connaît, elles représentent malheureusement également des dangers réels. Comme disait je ne sais plus qui, à force de vouloir communiquer, on en finit par ne plus communiquer. Et en fait, c'est là que se situe le problème. Le problème provient, je pense, de ce que dans la vie aujourd'hui, on fonctionne littéralement de façon virtuelle. Je suis assis à côté de vous, je peux n'avoir aucun contact avec vous parce que je suis complètement immergé dans cette communication technologique avec d'autres personnes, avec lesquelles, si je peux me permettre, soi-disant je suis en contact, mais un contact qui n'est pas vrai. Donc, je me déconnecte de mon environnement. Le réel problème, avant d'arriver à celui que vous avez cité, c'est que un enfant rentre de l'école, il va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer sur ses devoirs, sur son travail, sur ses études, parce qu'il est constamment dissipé et donc déconcentré par tous ceux, CUX, qui vont essayer de le joindre. Donc en d'autres termes, ça va être des vecteurs aussi de dérangement même dans les études des collèges. Absolument. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un problème spécifiquement spirituel. Ouais. Une famille est à table, au lieu de converser normalement, on va se rendre compte que tout le monde peut être malheureusement complètement déporté vers d'autres correspondants qui sont pas dans la pièce, etc., etc. Dans toutes circonstances de la vie aujourd'hui, on se rend compte que on est tout simplement décalé, délocalisé, en tout cas au niveau intellectuel. On va se rendre compte que les enfants, en allant se coucher, vérifient une dernière fois ou envoient un dernier message qui va impliquer une réponse, qui va demander une deuxième réponse, puis une troisième, etc. Et puis ça peut durer des heures et des heures. Ça, c'est le problème du téléphone. Ça, c'est le problème du téléphone. Maintenant, le problème des parents, c'est qu'il est impossible aujourd'hui de ne pas répondre à la demande de leurs enfants. Tout parent normal vous dira, mais si je ne donne pas à mon fils un appareil de telle ou telle sorte, et pas simplement un petit portable pour pouvoir le joindre, parce que j'ai peur quand il est dans le métro ou quand il prend le bus, les parents vont vous dire, mais ce sera le seul enfant de sa classe à ne pas avoir d'appareil comme ceci. Si mon enfant n'a pas Facebook ou WhatsApp, ce que vous voulez, ce sera le seul de toute sa bande à ne pas être en contact avec les autres. Alors que faire?
Alors en d'autres termes, ça veut dire au jour d'aujourd'hui, l'étape, en fait, ça veut dire le domaine spirituel a été complètement régressé par rapport à cette modernisation. C'est-à-dire qu'en fait, les parents vont dire ils sont obligés d'avoir par rapport aux enfants, ça veut dire à leurs amis et à ses copains d'école. Alors, vous avez raison, mais je voudrais juste préciser la chose. Vous avez des parents qui vont mettre en avant l'aspect spirituel, parce que pour eux, c'est ça l'indice de réussite ou pas, c'est ça leur objectif principal. Vous avez des parents qui vont vous dire, non, non, moi, ce qui compte, c'est pas tellement au niveau spirituel, ok, c'est que mon enfant communique avec moi. L'autre, il va vous dire, non, pour moi, c'est la politesse. Pas besoin d'aller chercher des enfants. J'ai pris un jour une extraordinaire leçon, je rentre dans un magasin, le propriétaire du magasin est un monsieur âgé, et je suis au téléphone. Et je m'arrête très brièvement dans ma conversation pour dire au monsieur, vous pouvez me donner ceci et cela. Et j'entends, alors que l'autre personne avait recommencé à parler, j'entends qu'il me dit « c'est vraiment pas gentil ce que tu me fais, c'est pas poli ». J'ai raccroché tout de suite et j'ai dit à ce monsieur « je te remercie de m'avoir fait prendre conscience de ce que l'autre ressent, hein, quand soi-disant moi, j'avais le sentiment que j'étais dans une urgence, une communication que je fallait absolument tout près que je termine, etc. On a toujours une bonne raison d'être ailleurs que là où on se trouve. Donc ce n'est pas seulement les enfants. Donc il y a aussi une notion de politesse. Et je ne voudrais pas qu'on s'enferme, entre guillemets, dans le problème de la spiritualité. Je vais vous dire pour quelle raison. Pas parce que j'aurais peur de réduire le débat, mais parce que, dans beaucoup de cas, l'argument spirituel n'en est pas un pour l'enfant. Si vous dites à votre enfant, écoute mon fils, spirituellement c'est pas bien pour toi, il ne va pas écouter. L'argument ne porte pas. L'enfant, aujourd'hui c'est comme ça, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, l'enfant a besoin de comprendre. Il a besoin qu'on lui explique pourquoi telle ou telle chose va être néfaste. On ne peut pas tout lui expliquer et il doit être conscient qu'il ne peut pas tout comprendre, mais il a besoin comment vous dire, il a besoin de sentir que ses parents lui parlent un langage vrai, actuel, qui lui correspond, qui l'implique. Donc si vous dites à un enfant qui est en première ou en terminale, tu ne pourras jamais réussir ton bac si tu ne te déconnectes pas de ton portable de telle heure à telle heure, ou voire beaucoup plus que cela, l'enfant, ça c'est un argument qu'il peut comprendre. Et voit-on ça dans le milieu, pas spécialement notre milieu à nous, qui est juif, etc. Est-ce qu'on voit… Alors je vais vous dire, c'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que si je dis à mon fils, écoute, voilà, toi tu es à la yeshiva. Si tu as un portable, ça va te déconcentrer de la yeshiva. Il ne va pas comprendre. Il va me dire, non, pourquoi ? Je te promets que ça ne va pas me déconcentrer. Le jour où il se rendra compte, ce sera trop tard. Donc si vous voulez, il faut trouver un langage qui touche l'enfant, qui lui permettent de réaliser à quel point l'appareil peut avoir des conséquences négatives. Je ne dis pas que l'enfant va intégrer, comprendre et être raisonnable de lui-même, mais il faut qu'il accepte l'argument, premièrement. Deuxièmement, un enfant, il y a des enfants à qui on peut dire non, il y a des enfants à qui on ne peut pas dire non. Malheureusement, si on avait des formules toutes faites et des règles qui s'adaptaient à tout le monde, ce serait facile. D'accord ? Troisièmement, un enfant qui est sur la défensive va vouloir qu'on fasse un pas vers lui avant de lui demander d'en faire un vers nous. Donc, si vous voulez, il y a une négociation qui va s'engager et cette négociation, il faut la mener en tant que parent à l'égard de ses enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas une généralité, c'est tout dépend de l'enfant, encore une fois. C'est l'enfant qui est comme ça, l'enfant qui est comme ça. Je me permets de préciser, c'est une généralité que les avancées technologiques ont des répercussions néfastes. Ça, malheureusement, on n'a pas trouvé la parade. Même si elles ont également des conséquences positives. Par contre, la façon de gérer la dépendance et le besoin de ce genre d'appareil, là, elles sont relatives à l'enfant, au contexte, à l'éducation que je donne, à la famille, etc., etc. Alors, quels sont les moyens dont on dispose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le rôle des parents. Le rôle des parents. Ok, alors, finalement, ça va être un peu comme dans tout. Ça va être un peu comme dans tout. Si moi, demain, j'ai une voiture et que mon enfant passe son permis de conduire, il va me dire, papa, est-ce que je peux avoir la voiture? Alors, de deux choses, ou bien c'est non, et puis c'est réglé,
Je me dis que l'enfant, bon, ben, il n'a pas droit à la voiture de ses parents. Ou bien je lui dis oui. Mais je ne vais pas dire oui complètement. On va faire des règles. Un autre exemple, la première fois qu'un enfant demande à ses parents à sortir, il dit voilà, je vais sortir, on va lui donner des règles. Ok, tu sors, mais où tu vas, à quelle heure tu rentres, avec qui tu sors, etc., etc. Comme vous avez dit dans le dernier cours, comme tout système. Comme tout système, absolument. Lorsqu'on va dans un travail, chez un boss, etc., ce sera la même chose. Il y aura toujours des règles à suivre. Voilà. Dans tout système, il y a des règles. Donc, on n'aura pas crainte, nous parents, de devoir donner des règles et des lois, enfin, pas des lois, on ne va pas dire à ce point-là, mais c'est-à-dire des règles aux enfants. Mais je vais vous dire pire que ça, si vous permettez. Ouais. On sait pertinemment qu'un enfant a besoin de règles, parce qu'il va tout faire pour les dépasser. Et là, il y a un équilibre qu'il faut trouver. Vous donnez trop de règles, vous perdez tout. Vous n'en donnez pas assez, alors il n'y a pas d'effet. Et même quand vous allez trouver un juste milieu, vous savez très bien que l'enfant, un jour ou l'autre, il va dépasser au moins une de ces règles. Ouais. Donc il va falloir que les règles, elles soient intelligentes, et puis surtout que l'enfant, il ait envie, envie c'est un grand mot, mais en tout cas qu'il comprenne pourquoi est-ce que ces règles existent. Et puis après l'enfant, il va gérer lui-même le dépassement de ces règles. Vous voyez, un enfant, il a besoin d'entendre à la fois c'est comme ça et pas autrement, et en même temps besoin d'entendre as-tu compris que ça va être comme ceci et comme cela. Bien sûr, maintenant toutes ces règles, peut-être c'est une précision, peut-être pas, mais toutes ces règles doivent être données avec amour, tendresse. Comment ça se passe? Avec fermeté? Alors c'est vrai que ces sujets-là peuvent être donnés en plusieurs cours, etc. Mais j'ai jamais soupçonné des parents de ne pas dicter des règles par amour et par tendresse. Par contre, il est nécessaire des fois de mettre le point et l'accent sur ces notions et d'autres fois sur l'autorité. L'autorité est aussi importante pour un enfant que l'amour et la tendresse. C'est réciproque, c'est-à-dire c'est égal. Absolument, absolument. Ok, c'est une combinaison, et puis il y a encore d'autres éléments, mais en tout cas, les choses, elles vont ensemble. Elles vont ensemble. Alors, quelles sont les règles qu'on peut éventuellement envisager de fixer, justement par rapport à tous ces appareils, modernes et technologiques? Alors, il y a des choses qui sont, on va dire, reprises dans la halakha, qui sont extrêmement intéressantes. On va vous dire par exemple que la mixité peut représenter toutes sortes on va dire de problèmes, ok, mais dans la mixité, il y a aussi des règles. Alors, vous rentrez dans un magasin, et puis la vendeuse est une femme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve en courant? Non, il y a des règles. Par exemple, il y a une règle qui s'appelle le yichoud. Le yichoud, c'est l'isolement. Okay, on va prendre ces règles et on va les replacer dans le contexte dont nous parlons aujourd'hui. Par exemple, il faut savoir une chose, c'est que si on pouvait se protéger du yichoud, donc de l'isolement, avec toutes ces fenêtres sur le monde, eh bien déjà on serait protégé. Parce que si vous voulez, la logique c'est la suivante, c'est que l'inconvénient avec un grand I de tous ces appareils, c'est que l'enfant vit replié sur lui-même, c'est aussi le risque d'un adulte d'ailleurs, de vivre replié sur lui-même, déconnecté du monde qui l'entoure, et donc, après, l'enfant n'est plus maîtrisable. Or, l'enfant a besoin d'être maîtrisé. Donc, ce que vous dites en fait, c'est que cette règle-là qui est rapportée dans la halakha, de l'isolement, c'est en d'autres termes, par extension, c'est-à-dire c'est comme un isolement que l'enfant va se faire dans son téléphone ou dans d'autres choses. Absolument. Absolument. Par exemple, je conseille vivement, pour toutes les familles qui ont des ordinateurs à la maison, comme c'est le cas chez l'énorme majorité de la population, que l'ordinateur se trouve non pas dans une chambre à coucher, qu'on va fermer, dans laquelle l'enfant va passer des heures tout seul, parce qu'il va devoir travailler, réviser ou tout simplement dormir, mais dans un endroit où il y a du passage. Par exemple, je ne sais pas, dans la pièce centrale de la maison, etc. L'enfant y a accès, puisqu'il a besoin de ceci, d'internet, machin, etc. Ok. Si on respectait ce genre de règles, en amont du problème, on s'est déjà protégé. C'est-à-dire que il y aura la confiance automatique. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y aura la confiance, c'est que cette facilité à s'égarer dans un monde virtuel, on y a enlevé une énorme part de danger, parce que vu que d'autres peuvent apercevoir
me voir tout simplement, voir où je vais, ben forcément, ça va me retenir. Ça va me retenir. Okay, la Mishnah dans Avot ne dit-elle pas que pour se protéger de la faute, il faut juste être conscient qu'il y a toujours un œil qui nous regarde, une oreille qui nous entend et une main qui écrit. C'est-à-dire que dès qu'on se sent observé, forcément on a une attitude de retenue. Donc déjà un enfant, il faut lui apprendre cette chose-là. Il n'y a pas de raison de s'isoler. Donc ça veut dire ne pas s'isoler avec un appareil portable dans une pièce dans laquelle personne ne peut rentrer. Alors évidemment, je ne dis pas qu'un enfant ne doit pas rentrer son portable dans sa chambre, mais par exemple, pourquoi rentrer avec son portable dans une salle de bain ou dans une pièce qu'on va fermer à clé dans une maison? Déjà, on prend un risque. Et ça, l'enfant, il peut comprendre ce genre de danger, parce qu'il sait tout à fait de quoi on parle. Moi, en tant qu'enfant, on va dire, j'arriverai pas spécialement à comprendre. Ce serait quoi le problème de dire moi que je puisse rentrer dans une pièce fermée? C'est-à-dire moi je ne comprendrais pas ce système-là d'isolement vis-à-vis de mon téléphone, pas spécialement. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Il est important dans la constitution d'un individu d'avoir le privilège et la possibilité de temps en temps de s'évader. Mais l'évasion doit être une opportunité ponctuelle. Donc de temps en temps. À partir du moment où on ferme une porte à clé dans une maison et qu'on a un appareil avec lequel on peut faire le tour du monde, alors on risque de tomber dans une boulimie d'évasion en permanence. C'est l'antithèse de la notion du foyer, de la maison. Il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'un enfant a besoin de sa maison. Il a besoin de se trouver géographiquement dans sa maison, ça lui fait du bien. Il en est conscient. Mais il faut lui faire réaliser. J'ai un de mes maîtres qui s'appelle le Rav Moshe Shapira Zachranitov, qui dit toujours la chose suivante. Il dit aujourd'hui, les maisons sont transparentes. On est dans la maison et on voit tout à fait ce qui se passe dehors. On ne peut plus protéger nos enfants de ce qui se passe dehors. C'est-à-dire que tout est visible. L'immoralité, la violence, toutes les dégénérescences malheureusement de la société. Comment protéger mon enfant? Et il y a une règle très simple. C'est qu'au lieu que l'enfant ait envie de regarder dehors, il faut que l'enfant ait envie de regarder dedans. Vous voyez, c'est tout simplement un problème d'axe. Quand vous êtes tourné vers une fenêtre, vous voyez ce qui se passe dehors. Si vous n'avez pas envie de vous tourner vers la fenêtre, vous regardez ce qui se passe dedans. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais la règle, elle est là. C'est que quand un enfant comprend, réalise, et il faut que l'enfant réalise, que être chez lui, regarder ce qui se passe chez lui, ça lui fait du bien. Alors évidemment, il faut que les parents soient présents, il faut qu'il se passe des choses dans la maison. On va se retrouver autour, par exemple, d'une table. Vous savez ce que c'est une table? Vous savez ce que c'est une table, n'est-ce pas? Mais je vous donne une petite précision sur l'objet, le meuble qui s'appelle la table. C'est le seul objet autour duquel tout le monde s'assoit en regardant chacun dans la même direction. Vous en connaissez un autre? Oui, peut-être la télévision. La différence, c'est que quand on regarde la télévision, personne ne voit personne. Quand on est à table, tout le monde voit tout le monde. Vous comprenez maintenant pourquoi dans nos traditions, la table elle a toujours eu cette importance. C'était pas pour ce qu'on y mangeait, enfin pas seulement, mais c'était aussi pour ce qu'on y regardait. Pour le fait que chacun était vu par les autres et pouvait voir les autres. C'est en d'autres termes ce qu'on voit dans la Torah, pour une petite... c'est une certaine similitude, c'est que lorsque les chérubins ils se regardaient ensemble, en même temps ils regardaient, comme il y a écrit, ils regardaient la parochet qui était elle-même, à l'intérieur avait la Torah. C'est-à-dire ils se regardaient automatiquement, lorsqu'ils se regardaient, automatiquement il y avait une certaine paix, automatiquement une certaine ardoute, une certaine unité dans le peuple juif. Absolument, très bien. On pourrait dire, je ne sais pas, similitude. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais la tentation de prendre son appareil portable et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde de voyeurisme. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont passionnés par le fait de voir ce qui se passe chez les autres, et pire que cela, on a des gens, pour ne pas dire tout le monde, qui est tenté de montrer sa propre vie privée à tous les autres. Voilà où il est le danger. On regarde dehors, ou on veut être vu par dehors, au lieu d'être vu à l'intérieur ou de regarder à l'intérieur. Donc il faut créer cette ambiance. Pour créer cette ambiance, il faut aussi savoir se préserver. Donc d'abord, je le disais, pas d'isolement, a priori si c'était possible,
avec ce genre de fenêtre ouverte sur le monde entier. Pas d'évasion excessive. Ok, donc on a dit ne pas s'isoler, donc oui, ce qu'on disait, aussi bien pour un appareil statique que pour un appareil mobile, ok. Il va y avoir d'autres règles. Quand on est tous ensemble, justement, on est à table. Ok, moi je ne suis plus tout à fait un enfant, enfin je suis encore l'enfant de mes parents, et donc je suis encore en apprentissage, mais quel que soit l'âge que j'ai et que j'aurai chez mes parents, il est interdit d'amener son portable à table. C'est pas que nos parents nous disent, aujourd'hui à l'âge qu'on a, non, enlève ton portable de la table, mais si ça sonne, on se fait gronder, quoi. Nos parents vont nous dire, mais on est à table. C'est façon de dire, tu nous embêtes avec ton téléphone portable. C'est-à-dire garder toujours ce lien familial lorsqu'on est autour d'une table, en d'autres termes. Absolument. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, quand je suis au téléphone, je suis au téléphone, quand je suis à table, je suis à table. Vous imaginez, là, maintenant je vous parle, et mon téléphone sonne, je vous dis une seconde, ce que font la plupart des gens. Mais ça ne se fait pas. Et ça, un enfant peut comprendre. Et encore une fois, on pourrait justement se référer à cette Kivud Av Va'em, comme on dit, c'est l'honneur que doit avoir l'enfant vers ses parents. Mais attendez, parce que avant de parler de Kivud Av Va'em, je vais d'abord régler à aux parents leur compte. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est qu'il faut admettre une chose. C'est qu'avant que nos enfants soient en danger à cause du téléphone, nos enfants ont été d'abord victimes du téléphone. Parce que la génération des parents aujourd'hui a découvert le téléphone avant leurs enfants. Ok? Et regardez ce qui se passe. Combien de fois nos enfants ont tenté de nous parler et on était au téléphone? Comment voulez-vous qu'avec le téléphone, ils aient une relation saine? C'est totalement possible. Donc ce que je dis pour les parents vis-à-vis des enfants, c'est valable aussi pour les enfants vis-à-vis de leurs parents. Si les enfants étaient capables de nous dire « Attendez papa, maman, il y a des règles. Maintenant je te parle, je rentre de l'école. Je veux te montrer ce que j'ai fait à l'école. » Les parents devraient être capables de pouvoir l'entendre. D'ailleurs, ils devraient être capables de pouvoir y penser sans que leurs enfants le leur disent. D'ailleurs, les enfants ne savent pas le leur dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une ambiguïté dans la relation avec le téléphone. Autre point, par exemple, un téléphone n'a pas besoin de dormir dans une chambre à coucher. C'est que quand on va se coucher le soir, ben on peut très bien s'imposer comme règle que le téléphone soit dans la salle à manger, en pleine charge, ce qui d'ailleurs est bien meilleur pour la santé. Aujourd'hui, on vous dit non mais c'est mon réveil, c'est mon ceci. Non, c'est un téléphone. Si vous la rêvez, ben achetez vos réveils. Mais maintenant, on va leur donner des raisons, que ce soit au niveau santé, etc., ou bien union familiale. Maintenant, lorsqu'ils vont arriver à un certain âge, 18-19 ans, ils vont vouloir faire, en d'autres termes, ce qu'ils veulent faire, malheureusement. Maintenant, ils vont jamais voir, si on leur donne toujours ces raisons-là, ils vont jamais voir le côté spirituel de la chose, alors que si on leur aurait donné aussi justement ces points-là spirituels, ils auraient peut-être compris à 18-19 ans qu'en fait, il s'agit ici d'un problème, de la Torah. Et donc, en d'autres termes, ils vont mieux se contrôler plutôt que s'ils voient seulement les points santé, etc. Alors, trois choses. D'abord, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas parler de spiritualité. D'accord? J'ai voulu qu'on ne mette pas en avant que la spiritualité. Deuxièmement, êtes-vous convaincu qu'un enfant va mieux comprendre quand on va lui parler de spiritualité, quand on va lui parler de règles de vie? Troisièmement, le problème de la spiritualité, c'est qu'il va ouvrir des débats qui n'ont pas de raison d'être. J'explique. Vous avez toujours des parents qui vont vous dire « Ah non, mais moi, spirituellement, moi, je fais confiance à mon enfant. Ah non, puis moi, je ne suis pas dans ce système. » Un jour, je discutais avec des enfants, avec des parents, des amis à moi, qui vivent pas dans le même milieu que celui dans lequel moi je vis, qui ont d'autres priorités dans la vie, etc. Et ils se plaignaient de ce que leurs enfants sont toujours sur leur téléphone, et comme ça, et en silence, et ils participent à aucune conversation, etc. Alors je disais, vous savez, chez nous, c'est pas comme ça. Alors ils m'ont dit, ah oui, non mais, vous avez fait des choix, tant mieux pour vous, sous-entendu. Mais nous, non. Mais je leur explique que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est-à-dire que les parents ne doivent pas accepter, et pas seulement pour des raisons religieuses. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'aspect proprement religieux, spirituel, alors parlons-en. Aucun problème.
Alors comment faire passer ça à l'enfant? Moi, à mon sens, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué. Sauf si l'enfant il a déjà établi ses choix. Alors évidemment, on parle d'un enfant qui a 20 ans, qui est dans un milieu de yeshiva, qui veut progresser, il faut lui parler de spiritualité, il comprend, il est d'accord. Puisque c'est déjà l'un de ses objectifs dans la vie. Et vous savez, à 15 ans, 14 ans, spirituellement, l'enfant... non, voilà, il n'est pas forcément motivé spirituellement. Et puis si vraiment il est motivé spirituellement à 14 ans, en général, c'est le genre de gosse avec lequel on n'a pas ce type de problème. Il a déjà intégré. Qui vit dans tel yeshiva, et que dans tel yeshiva, bon, on interdit le portable, il a compris, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Il a compris que c'est une chemise blanche et pas une chemise bleue, et que c'est ceci et que c'est cela. Ok? Ceci étant, pour revenir à la spiritualité, quel est le risque? Alors nos rabbins, ils disent une chose très simple. Ils disent, en spiritualité, on avance, on recule. C'est-à-dire que stagner, c'est pas possible. Stagner, c'est pas possible. Or, avancer, c'est une démarche. Avancer, c'est une dynamique. Une dynamique, c'est beaucoup d'énergie, donc des efforts. Il est impossible de concilier l'effort d'avancer spirituellement et celui qui me permet constamment de m'éparpiller, de me déconcentrer, de voir des choses que normalement, je ne suis pas censé voir. Parce qu'il faut dire franchement, le problème, il est là. Le problème, il est la suggestion qu'il y a dans les images, dans les messages, dans les débats. Vous savez, on va choisir son lieu d'habitation parce qu'on veut fuir certaines choses, comme l'immoralité ou la violence, ou je ne sais quoi, et puis finalement, nos enfants, ils vivent dedans. Ils le voient au quotidien, ils le vivent au quotidien. Par ces choses-là, justement. Mais évidemment, par ces choses-là. Donc, il faut être cohérent à un moment. Donc c'est sûr que spirituellement, il y a un véritable problème. Ça ne peut pas aller dans les deux sens à la fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis vous savez, sans parler d'immoralité, comme, je ne sais pas moi, toutes sortes de problèmes pornographiques ou de vraies violences ou quoi, sans aller jusque-là. Mais ce genre d'espace virtuel ne sont nourrir généralement que par le lachona, la médisance, vous savez, cette frénésie des uns et des autres de savoir ce qui se passe chez l'autre. Ah, il a dit ça, ah, il a fait ça, ah, telle célébrité a fait ceci ou a fait cela, a quitté son partenaire. C'est alimenté par ça en permanence. Qu'est-ce que chacun pense de ceci et de cela? Enfin, on a tous été un jour, au moins une fois, tentés par tous ces échanges qu'on appelle les blogs ou les réactions tout simplement à des articles, etc. Tout est permis. On va forcément lire, dans le meilleur des cas, lire ce qu'on n'avait pas envie de lire. Ce qu'on n'était pas programmé, justement, pour lire. À la base, il y avait une information. Alors oui, il n'y a pas de problème. Si on était capable de s'arrêter à l'information, peut-être qu'on reverrait notre copie. Mais vous savez, c'est comme un jour, un ami à moi qui était chez le médecin, enfin chez un diététicien, et il lui a dit, par exemple, bon monsieur, il faut arrêter les pistaches. Alors il dit quoi? Il faut arrêter les pistaches complètement. Il dit, monsieur, si vous êtes capable de prendre 4 pistaches et de vous arrêter, je vous permets les pistaches. Mais je sais très bien qu'au Kidouche, le Shabbat matin, vous allez commencer par 2, puis 4, puis 8, puis 16, vous n'allez pas vous arrêter. Alors arrêtez les pistaches. Prenez la dame croûte. Je ne parle pas de la dame croûte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le même problème. Il y a une boulimie dans le fonctionnement de l'homme pour ce genre de choses. Donc, il faut comprendre qu'elles ne sont malheureusement pas basées sur la moralité. Qu'est-ce que l'information morale? C'est une information extrêmement ciblée, définie, cadrée. On informe. Aujourd'hui, quand vous ouvrez n'importe quel journal ou n'importe quelle chaîne de télévision, à part 613 TV évidemment, okay, on vous donne une information et très vite, on vous suggère ce qu'il faudrait penser de cette information. Alors, je voudrais aussi dire autre chose, c'est qu'au-delà des problèmes spirituels, au-delà du mode de vie, au-delà de l'hygiène de vie sociale, il y a un autre problème, c'est qu'on est constamment influencé. On est constamment influencé. Par la publicité. Voilà, pas seulement par la publicité, par les avis et par tout ce qu'on entend, tout ce qui est exprimé, etc. Finalement, on vous donne une information. Ce qui compte, ce n'est pas l'information, c'est ce qu'il faut en penser. Alors, on va vous dire, un tel pense ceci, de ça, et puis un tel n'est pas d'accord, et puis un tel pense différemment, et puis, etc., etc., etc.
que l'information finalement elle a une très petite place. Donc c'est toutes ces déformations qui font qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de penser par soi-même, les débats politiques ne sont plus des vrais débats, je m'excuse. Les débats idéologiques ne sont plus des vrais débats idéologiques. Il y a toujours une recherche de pouvoir, de maîtrise, d'influence. Alors ma foi, si ça c'est pas un danger dans la constitution de l'individu, alors c'est quoi le danger, quoi? J'ai compris. En fait, on a voulu faire une démocratie, en d'autres termes, mais sauf on a été asservi. En d'autres termes, on ne va pas être aussi loin, mais asservi par cette technologie-là qui nous a donné, en d'autres termes, des problèmes familiales, nous a donné des problèmes, d'autres problèmes plus excessifs, qu'on ne rentrera pas là-dedans, c'est-à-dire des problèmes qui vont justement faire en sorte que la famille, en d'autres termes, et l'homme par excellence, va automatiquement se casser en deux, se casser en plusieurs morceaux. Et après cela, donc, ça va complètement faire rater, en d'autres termes, son mode de vie. En d'autres termes. Écoutez, j'aurais voulu être plus optimiste. Quelqu'un un jour m'a dit, vous êtes très sévère avec Internet. Je lui dis, j'aurais rêvé d'être plus optimiste. Et quand vous avez sans arrêt des couples qui viennent vous voir, et que vous entendez, je me suis réveillé dans la nuit, et mon conjoint n'était pas dans son lit, je l'ai trouvé sur Internet, évidemment, en plein milieu de la nuit, et regardez quoi? Les résultats de la bourse de Tokyo. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors ça casse des couples, comme vous l'avez dit, hein, ça brise des familles. Mais pire que cela, ça déconcentre les gens. Et ça, c'est justement une raison qui pourrait être justement être reçue bien comme il faut par rapport à l'enfant ou bien par les parents. En d'autres termes, ça c'est une bonne raison. Ça c'est une raison qui sera reçue par la personne. Absolument. Je voudrais juste rajouter une petite idée. On m'a demandé un jour une question que j'ai trouvée très intéressante. On m'a dit qu'est-ce qui est le mieux? Il fallait imaginer une relation romantique, comme on les aime, okay, et on vous donne deux tableaux. Vous devez choisir l'un des deux. Le premier tableau, c'est deux personnes assises à côté sur un banc, en train de regarder dans la même direction. Alors on va imaginer sur le bord de la mer, en train de contempler un magnifique coucher du soleil. Deuxième tableau, deux personnes qui se regardent dans les yeux. Dans le premier tableau, vous avez deux personnes qui regardent dans la même direction, mais elles ne se voient pas. Dans le deuxième, vous avez deux personnes qui voient chacune autre chose, mais elles se regardent. Qu'est-ce qui est mieux? Et la réponse était la suivante. C'était que, avec tout le romantisme qu'il y a dans le premier cliché, c'est vrai, c'est beau. Vous imaginez l'un qui dit à l'autre, t'as vu, c'est beau. Et l'autre qui dit, ah oui, c'est magnifique. Mais dans la perspective de chacun, l'autre n'existe pas. Alors que dans le tableau dans lequel chacun voit autre chose, quelle que soit la perspective, le paysage qu'il y a derrière lui, au premier plan, il y a la personne qui est la plus importante à ses yeux. Alors, je vais vous dire quelque chose. Alors, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez, si vous voyez aussi ceux qui sont importants pour vous, vous ne perdrez jamais. Mais si, sous prétexte que vous regardez dans la même direction que ceux que vous aimez, vous oubliez de les regarder à eux, alors là, la relation, je ne lui donne aucun crédit. Elle ne peut pas faire long feu. Or aujourd'hui, toutes ces avancées technologiques, malheureusement, nous empêchent de regarder tous dans la même direction. Pardon, elles favorisent le fait de regarder dans des directions qui sont peut-être les mêmes, parce qu'on regarde les mêmes choses des fois, okay, mais on oublie de se regarder les uns les autres. Et ça qui est dramatique. Et je voudrais rajouter une dernière chose, c'est que la Torah nous a enseigné que dans une maison, on était censé mettre une mezouza à chaque porte. La Torah, je crois qu'elle a aussi voulu nous dire qu'on avait le droit de n'ouvrir des portes que quand on pouvait y mettre des mezouzotes. Et que tout autre type de portes, comme celles dont nous parlions, qui sont des portes auxquelles on ne peut pas mettre de mezouzotes, il vaut mieux ne pas les ouvrir. Chazak Baruch. On vous remercie beaucoup Rav pour ce développement qui va, Bezrat Hashem, nous permettre d'avancer, que ce soit nous envers nos enfants envers nous, si Dieu veut. Et on continuera par la suite nos prochains volets sur la Aliyah et sur d'autres sujets. Bezrat Hashem, on vous remercie beaucoup Rav et à la semaine prochaine. Merci.